Jean-Louis Max Verstappen s'est offert, et il l'a fait, sa deuxième victoire sur le Red Bull Ring. Il a été auteur d'un dépassement assez musclé sur le jeune Charles Leclerc, mais est-ce qu'on peut dire que la victoire est amplement méritée pour le Néerlandais ? Plus qu'amplement mérité, moi je trouve qu'il a fait l'une des plus belles courses de sa carrière. Je remonte au Grand Prix d'Espagne, où pour Auto Plus, j'avais fait un papier disant que c'était le troisième homme derrière les deux Mercedes, et il l'a prouvé encore une fois. Je trouve que son départ manqué, il repasse 8e, et il remonte, il arrive jusqu'à Charles Leclerc, il le dépasse, alors effectivement en frottant un peu fort, je suis d'accord, mais ça ne doit pas lui retirer sa victoire, ça ne doit pas lui retirer surtout son talent d'attaquant, on peut dire ce qu'on veut, et puis surtout sa vista de la course. Il a une intelligence de la course, Max, qui fait que maintenant il compte parmi les plus grands, il va falloir s'y accoutumer, et c'est pour ça que plutôt que de continuer à le critiquer comme beaucoup de gens font, moi je préfère, alors qu'au départ j'ai critiqué pour ses positions de cartman, des changements brusques, etc. Maintenant, il compte parmi les plus grands et il faut dire les choses comme elles sont. Il s'est vraiment, non pas assagi, mais il est devenu ce qu'on attend d'un vrai pilote de F1 et d'un possible champion du monde. Et ça, pour moi, c'est très important. On a déjà salué le très bon châssis qu'est celui de Red Bull. On peut aujourd'hui saluer la performance de Honda qui, après plusieurs saisons difficiles, retrouve des couleurs et les sommets. Ils en pleuraient de joie chez Honda. Ça méritait ça. Depuis 2006, vous vous rendez compte, 2006, et puis le retour manqué. 2015, 2016, on s'est moqué d'eux. Chez McLaren, ça n'allait pas du tout. Et c'était compliqué. Et puis, ils ont résisté, je veux dire. Ils ont tenu dans la tempête. Et ils ont parvenu à faire ça. Finalement, un moteur qui marche sur un circuit qui demande beaucoup au moteur, et donc moi je trouve ça vraiment formidable. Bon, peut-être qu'il y aura des répercussions dans la deuxième partie de la saison, après les vacances, mais là aussi, on attend quelque chose de plus fort, de plus important, d'une grosse évolution, donc moi je trouve que c'est sensationnel pour eux, et j'étais extrêmement heureux pour toute cette équipe qui dit jamais rien et qui finalement progresse. Vous parlez des moteurs, je rebondis sur cette histoire de moteur. Avec les Mercedes, est-ce que c'est parce que le bloc était agonisant que les pilotes ont dû lever le pied et se sont retrouvés classés là où ils sont ? Moi, je crois que Mercedes a retrouvé son défaut d'origine, c'est-à-dire que les flèches d'argent détestent la chaleur. Alors, détestent la chaleur pour les pneus, détestent la chaleur pour les moteurs, vous faites bien de le souligner, même si on avait beaucoup ouvert les capots avec des ouïes de refroidissement, elles n'aiment pas ça, les Mercedes. Elles n'aiment pas le macadam brûlant et elles n'aiment pas la température qui était vraiment très chaude. La piste était quand même, je crois, plus de 50 degrés, donc c'est beaucoup tout ça. Elles n'ont pas apprécié, ben voilà, elles n'ont pas apprécié. Par ailleurs, elles sont excellentes sur d'autres circuits, là elles ne l'étaient pas. Parenthèse Mercedes refermée, ouvrons celle de Ferrari. Je reviens juste sur cette deuxième place de Charles Leclerc. Est-ce que, selon vous, la Scuderia a parié sur la bonne stratégie de pneumatique pour le jeune monégasque ? Bien, au départ, oui, bien sûr, parce qu'il couvre exactement ce que fait Bottas. Et pour eux, au début de la course, et même dans la première moitié de la course, l'adversaire contre lequel roule Leclerc, c'est Bottas. Donc il couvre Bottas. Simplement, on ne peut pas imaginer que, revenant de la 8e place, Max Verstappen va se présenter ainsi aux portes de la victoire, avec des pneus qui ont, je crois que c'est 10 ou 11 tours de moins que ceux de Charles Leclerc. Et quand vous faites les comptes, 10 tours, 11 tours de moins sur Spielberg, ça compte beaucoup. Et je crois que là, ils étaient exempts. S'ils avaient vu Max revenir plus tôt, vers le haut du classement, sans doute auraient-ils changé leur fusil d'épaule, mais bon, ils ne l'ont pas fait. On parlait de Charles Leclerc et de Ferrari. Un petit mot sur Sébastien Vettel et sa performance sur ce Grand Prix ? Bien écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas là, du côté de la Scuderia. Alors ils nous disent qu'il y a une panne de radio pour Vettel, je veux bien, mais ils me paraissent incapables de diriger 2 voitures. Quand à Monaco, il y a eu Vettel qui a eu des soucis, et qui, pour passer en Q2, et a franchi le drapeau à damier 2 ou 3 secondes avant, tout le monde était focalisé sur Vettel, qui finalement a réussi à passer en Q2, à quelques secondes près, et tout le monde a oublié Charles Leclerc. Là, on est focalisé sur Charles qui est en tête, et je comprends que c'est important pour eux, mais on ne peut pas ne pas mettre un coup de sécurité radio pour que les pneus de Vettel soient prêts. 6 secondes, 1 dixième d'immobilisation, alors que tout le monde est à 2 secondes. C'est impossible de faire des choses comme ça, quand on s'appelle Ferrari en plus. Donc je pense que si Il Vecchio, le vieux, que je dis ça avec beaucoup de respect, avait été là, je peux vous dire que ça aurait soufflé en rentrant à Maranello. Ça, c'est impossible de faire des choses comme ça. Voilà, et bien ils l'ont fait.
J'ai cette question, Jean-Louis, qui m'a été posée par des membres de la rédaction et donc que je vous soumets. Chez Renault, chez As, on entend dire les pilotes qu'ils n'arrivent pas à comprendre la voiture. Est-ce que, à presque mi-saison, il ne serait pas temps pour les ingénieurs et les pilotes de se mettre ensemble autour d'une table et de discuter et de faire au moins une voiture qui leur corresponde? Eh bien, je crois que chez As, ils y arrivent encore moins que chez Renault. Parce que je crois qu'il y a beaucoup comment dirais-je, de paramètres qui leur échappent chez As, à la fois du moteur et du châssis, et ça, on en a déjà parlé, c'est compliqué. Je ne sais pas non plus si les pilotes sont très 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 pointus en mise au point. Il y a des choses qu'un Vettel ou un Hamilton, quand ils discutent des heures et des heures avec ces ingénieurs, ces gens-là, ces garçons-là, ils comprennent. Ils comprennent, ils mettent le doigt dessus, les ingénieurs leur montrent aussi. Chez Renault, je trouve qu'il y a des hauts et des bas, mais on le sait, le châssis est compliqué chez Renault. Vous vous rendez compte, ils ont fait des perfs formidables en France. Ils se débrouillent au Canada pour faire des trucs vraiment bien. Et voilà que, bon, tout d'un coup, là, ils sont perdus complètement. Dès les qualifications, ils ne savaient plus où ils habitaient. Et donc, ça, on ne peut pas laisser des pilotes et des voitures avoir des écarts de performance comme ça. Il y a quelque chose qui, manifestement, ne va pas dans la compréhension et l'exploitation des voitures. Et pourtant, je pense que Hülkenberg et Ricciardo travaillent là-dessus avec leurs ingénieurs, mais ce n'est pas assez fort, ce n'est pas assez poussé. McLaren, encore de très bonnes performances de la part de l'écurie, ainsi que d'Alfa Romeo. Aujourd'hui, McLaren, c'est la 4e force du championnat. C'est juste incroyable, finalement. Ce n'est pas si incroyable que cela. D'abord parce qu'ils ont un bon moteur. Le moteur Renault qui est meilleur que le moteur des Renault. Non, je ne peux pas dire ça, mais en tout cas, les voitures sont devant et largement. Sainz a fait une course formidable. Il part du fin fond de la grille quasiment, et il remonte dans les points. Norris a été excellent également, donc ça marche. Et on l'a vu déjà au circuit Paul Ricard, ce n'était pas une exception, le Paul Ricard. Ça montre qu'ils ont toujours bien compris le problème des pneus chez McLaren. Et puis, je le répète, la suspension, le fond plat modifié, a apporté beaucoup à la voiture, et ça marche bien. Du côté d'Alfa Romeo, Alfa Romeo, ils sont dans les points tous les deux. Le plus drôle, c'était que sur l'enclos des conférences, après l'arrivée de la course, il y avait Frédéric Vasseur avec une paire de ciseaux qui les montrait ostensiblement à Giovinazzi. C'était effectivement le pari de lui couper les cheveux. Il y a réussi, je le dis tout de suite. Pour ceux de nos internautes qui ne l'auraient pas vu, il a réussi à lui couper quand même une poignée de cheveux, mais il n'a pas endommagé quand même la belle coiffure de Giovinazzi.